Une invitée, une liste de 10 morceaux, 1 heure pour en parler. C'est La Liste, émission de radio diffusée sur Campus FM Toulouse, présentée par Joe Kangourou et mise en onde par Marco Lazzaro. Et la liste d'aujourd'hui est celle de Véro Sego. J'avais une vie, j'étais inutile, je ne doutais pas, j'étais si sociable. Je me sentais lasse, mais je ne dormais pas. Quand la foudre est tombée, j'ai vu le soleil couvert par les pieds. Je me suis réveillée, j'ai eu le souffle coupé. J'avais un ami, j'avais une idylle, mais je ne l'aimais pas. J'étais dans la cour, j'avais trop de larmes et je ne pleurais pas. Quand la foudre est tombée, j'ai vu le soleil couvert par les pieds. Je me suis réveillée, j'ai eu le souffle coupé. Mais je ne bougeais pas, j'étais si tranquille, j'avais une vie. Quand la foudre est tombée, j'ai vu le sol couvert par les pieds. Je me suis réveillée, j'ai eu le souffle coupé. Bonsoir Véro Sego. Bonsoir Jean-Philippe. La légende veut que ce soit à 13 ans que vous ayez donné votre premier concert et qu'à 18 ans vous ayez pris la décision de devenir musicienne professionnelle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à la fin des années 70, vous étiez étudiante à la fac du Mirail, on dit maintenant fac Jean Jaurès, tout en jouant en ville dans un groupe qui, si je me souviens bien, s'appelait Gypsy. C'est l'époque des concerts dans les bars, les fêtes de village, les festivals d'été. Votre entrée dans le monde professionnel de la musique se situe au milieu des années 80, lorsque, avec Eric Casero, vous commettez le tubesque Taï Nana. Top 50, multiples passages à la télé, on vous voit alors partout. Et puis, vous disparaissez des écrans radars pendant 6-7 ans pour mieux revenir au milieu des années 90 avec un EP 5 titres vendu à 30 000 exemplaires, d'où est extrait J'avais une vie, le morceau que l'on vient d'écouter. Un premier enregistrement sous votre nom qui sera très remarqué notamment par Bernard Lenoir, l'inrecuptible de France Inter. 3 ans plus tard, rebelote avec I'm Not a Bad Girl qui vous permet d'affirmer vos choix musicaux, grosse guitare, énergie pop-rock pouvant aller jusqu'à des sonorités grunge voire noisy avec une voix un tantinet grave et légèrement voilée. À cette époque, guitariste Mag écrit de vous que vous êtes, je cite, une des rares guitaristes féminines à se hisser au niveau des grands guitaristes de pop-rock. Suivront des dizaines de concerts, une tournée avec Indochine, qui était alors sur le même label que vous, des premières parties pour Blancas, Kent, Mathieu Bogarts. Vous faites même la fête de l'UMA en 2000 à Paris. La vie pour vous, c'est la musique. Vous avez passé et vous continuez sans doute à passer votre vie à jouer de
d'un instrument, de plusieurs mêmes instruments. C'est une telle passion qu'en 2004, vous décidez de créer une école, la School of Rock à Blagnac, lieu pédagogique, mais aussi lieu de production, de diffusion, d'enregistrement et de soutien aux jeunes artistes. Une carrière musicale finalement foisonnante et diverse, construite en dehors des circuits habituels de la musique, ce qui ne vous a pas empêché de faire régulièrement parler de vous. Et lorsque j'aurais rajouté pour finir qu'en plus vous êtes une grande bavarde, vous aurez compris, chers auditeurs, qu'on aura sans doute du mal et sans doute pas le temps de faire le tour de cette carrière. Quelque chose à rajouter, Véro Ségaud, à ce portrait? C'est exactement ça. Des années de fac, donc au groupe de rock, jusqu'à maintenant, il s'est passé un plein de trucs. Donc je dirais qu'il y avait l'album en anglais, là, Pursuit of Happiness. Donc qui est sorti en 2007 Non, en 2010. 2010 En 2010. Ou 2009-2010, voilà. Et puis après, il y a eu la compile avec les jeunes de la school. Et puis après, vu que c'est maintenant dématérialisé, la musique, donc bien sûr, je continue la production. Mais alors là, on est plus sur des 2-3 titres maintenant, voilà. Donc écoutez, si on a fait un peu le tour de cette carrière en quelques lignes, on va en faire le tour avec 1 heure de musique. Et on va la commencer tout de suite avec le premier morceau de votre liste, Véro Ségaud. La liste, c'est parti. Voilà, et on commence en force avec Téléphone, premier album de Téléphone, sorti 77-78, à peu près dans ces eaux-là. Pourquoi commencer votre liste avec ce morceau, Véro Ségaud? Alors j'avais envie de commencer déjà par du français, par un français, du rock. Donc le choix n'est pas super large en France, et Téléphone, c'était quand j'étais ado le groupe emblématique, c'était le groupe rêvé. C'était le groupe ultime, et ça l'est encore aujourd'hui, parce que quand on regarde esthétiquement déjà les photos quand ils étaient sur le 2-3e album, donc entre 80 et 83, il y avait le chanteur charismatique, le guitariste super bon, le batteur meupette complètement fou, et la bassiste, et il y avait une nana, donc c'était évident pour moi. Corinne, elle a représenté beaucoup de choses. Elle a ouvert les portes aux femmes dans le rock, sans vraiment le vouloir, parce que elle s'est retrouvée là. Enfin, c'est une histoire personnelle, plus qu'une histoire musicale. Et donc, je voulais commencer par ce qui a été vraiment emblématique par la jeunesse des années 70 et la jeunesse des années 80, et encore aujourd'hui, qu'avec la reformation des Insus, le Stade de France était rempli de quinquas et de 60 et de 70, etc., de toutes les générations. Téléphone, c'est nos Beatles, et voilà, et c'est un groupe qui était au-dessus des autres, au-dessus du panier, parce que ça jouait. Et on l'entend bien dans Métro C'est Trop, c'est leur premier album. Et encore, quand on l'écoute aujourd'hui, on entend le bass-bat qui ronfle, ça groove un maximum, ça joue nettement en termes de niveau technique, nettement au-dessus de ce qu'il y avait à l'époque, de ce qu'on avait l'habitude d'entendre en France. Parce qu'en France, les groupes qui jouaient, c'était Bijoux, Star Shooter, des groupes un peu connus. Stinky Toys, Marie et les garçons, des choses comme ça. Edith Nylon, mais en fait, le truc, ils ne savaient pas jouer. Bon, ils faisaient des trucs très sympas. Mais Téléphone, c'était au niveau des ricains. Oui, c'est vrai c'était un autre jeu, une autre histoire, et bon, c'était vraiment très haut. Il faut quand même se rappeler que quand Téléphone s'est monté, a fait ses premiers albums, donc vers 77-78, ça faisait quand même 7-8 ans qu'il se produisait régulièrement au Centre américain à Paris, où il faisait des jams, et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont rencontrés dans ce Centre américain, et effectivement, ils avaient quand même un peu de pratique derrière eux quand ils ont commencé en 77-78, ce qui n'était pas le cas de Star Shooter quand ils sont arrivés, qui lui correspondait vraiment au canon du punk de l'époque. On prend une guitare, on joue 3 accords, on gueule et c'est parti. Ce qui n'était pas forcément le cas de Téléphone à ce moment-là. Non, ils avaient un peu d'avance. Ils avaient un super niveau, et puis aussi c'est pour faire un petit clin d'œil à Corinne, faire un petit coucou à Corinne. Oui, qui est la marraine de votre école. Qui est la marraine de l'école, qui est devenue une amie depuis maintenant 12 ans. Voilà, quelqu'un avec qui je suis en contact régulier. Elle est souvent venue à Blagnac.
voilà, chez moi. Je l'ai bien accueilli. Voilà, on a fait pas mal de choses pendant. Donc pour moi, c'était super. La boucle était quelque part bouclée. Je lui ai dit, quand la première fois que j'ai vu Corinne, je lui ai dit que je l'avais dans ma cuisine. Je lui ai dit, Corinne, si tu savais. Voilà, ouais, etc. Très bien, on va passer au deuxième morceau de cette liste de Véro Sego. Et on continue avec les piliers de la musique des années 70. Neil Young, Allman, album Harvest mythique. Celui-là, il doit être dans toutes les bonnes discothèques, peut-être même les mauvaises. Ouais, il est partout, bien sûr. Voilà, donc moi j'ai choisi cette chanson, bien sûr, parce qu'elle a bercé à peu près, voilà, je veux dire, pareil, les générations qui ont grandi dans les années 70. Neil Young, il y avait aussi ses acolytes, et moi, la première fois que j'ai eu, avant d'avoir Harvest, j'ai eu le vinyle Far West Street entre les mains, c'est-à-dire Crosby, Stills, Nash & Young, et la première fois que je l'ai mis sur la platine, ce vinyle, enfin que c'est la platine, c'était mon bange disque. Enfin ouais, c'était un peu plus gros, mais le genre de truc que ça. Et donc j'ai laissé défiler la première face, et quand il a chanté, alors je ne me rappelle plus quelle chanson c'était, Don't Brand You League Me Down, ou je ne sais plus ce que c'était. Et je me dis, mais c'est quoi cette voix? Là, j'étais complètement renversée. À partir de là, j'ai essayé de voir qui c'était, puis je suis tombée sur l'album Harvest. Ça reste encore aujourd'hui, je veux dire, quand on a flashé là-dessus, ça reste... Je veux dire, c'est inaltérable, c'est comme un diamant, c'est encore but, tu vois. Là, j'ai encore entendu juste cette intro. Elle me remet dans le passé, c'est encore un flashback, juste au moment, la première fois où je l'ai entendue. Et je pense que ça fait pareil à toutes les personnes du monde entier, de tous les pays, Japon, Afrique, Amérique latine, Groenland, les Inuits. S'ils ont entendu ça à un moment donné dans leur adolescence, à 90 ans, 95 ans, ils vont entendre cette intro-là. Et c'est le flashback total du jour où tu l'as entendu à tes 12 ans, 13 ans ou 15 ans ou 18 ans, assis sur le lit devant le disque qui tourne, et cette magie elle est intacte. Et en quoi ce morceau et ce chanteur, ce musicien Neil Young est-il important dans la construction de votre univers musical? Quelque part j'ai appris un petit peu à jouer de la guitare grâce à lui, parce que justement ce genre d'intro c'est pas très difficile, parce que lui il a jamais été un guitariste virtuose, mais il a été un guitariste, comme tous ces mecs là, Crosby, Stills, Nash et tout ça, il a été un guitariste très inventif et abordable pour nous ados, et donc moi je me suis fait la main sur ses chansons. C'est grâce à lui que j'ai connu des accords un peu plus sophistiqués. Voilà, il a ouvert les portes d'une technique un peu folk au doigt, et à partir de là, en déroulant la pelote de laine Neil Young, on arrive sur plein de choses. Enfin, on arrive après sur James Taylor, qui a été aussi important pour moi, sur Johnny Mitchell et tout ça. On arrive sur le folk californien, avec les oreilles hyper ouvertes, parce qu'on les a eues ouvertes par ce gars. Et un folk un peu sophistiqué, vous parliez de Johnny Mitchell, un folk qui allait voir également avec des musiciens du jazz rock assez facile, et ouvrant aussi des portes sur cet univers-là. Je me souviens de cet album de Johnny Mitchell avec Jaco Pastorius, qui reste un album phénoménal. Vous écoutez toujours La Liste, c'est la liste de Véro Sego ce soir, et nous en sommes déjà au troisième morceau. Voilà, autre univers, celui-là, Carlos Santana en concert sur le double album Moonflower, Dance Sister Dance, dont morceau de 76-77. Là aussi, question rituelle. Pourquoi Santana à ce moment-là de votre liste? Santana, j'adorais Santana. Le premier album que j'ai eu de Santana, c'était un copain qui me l'avait prêté, c'était Abraxas. Voilà. Qui faisait partie de cette fameuse trilogie de feu telle qu'on appelait les 3 premiers albums de Santana. Celui-là, ça devait être le 2e. Ouais, je sais pas, moi j'avais que ça, et puis Santana, j'ai accroché de suite, parce que voilà, de toute façon moi quand j'étais ado, j'étais fan de groove, j'adorais le reggae aussi, Marley, la bossa, voilà, l'Amérique latine, etc. Et donc Santana, il a fait le pont entre les États-Unis et l'Amérique latine, et voilà, donc je me suis bien retrouvée dans cette musique, et les percus j'adorais. Et donc Santana est passé, quand j'étais jeune adulte ou à la fac, je dois être à la fac, donc Santana passait au Cap d'Agde d'un été, c'était au mois de juillet.
Et alors, je ne me rappelle plus quelle année c'était, 82, 83, je ne sais plus trop. Et donc, j'étais allée avec ma frangine et des copains. On était partis en Diane sur l'autoroute, gros cagnasse, 40 degrés à l'ombre, etc. Et donc, les arènes d'Agde ouvraient le soir. Bon, nous, on était, puis on était déjà, on avait pris pas mal d'heures de soleil. Les arènes ouvrent, monde de fous. Voilà, nous, on se retrouve dans la fosse, les serrés les uns contre les autres, le soleil qui tapait, pris à boire, etc. Santana qui arrive sur scène. Alors là, tout le monde se lève, la cohue. 3 minutes après, moi, je respirais plus, etc. Je tombe dans les pommes. Au premier morceau, je tombe dans les pommes. Ma sœur qui crie, poussez-vous, poussez-vous. Devant moi, heureusement, il y avait une espèce, il m'a sauvé la vie, une espèce de Suédois de 2 mètres 50 qui m'a pris, qui m'a porté à bout de bras, qui m'a levé et qui a fendu la foule, parce que bon, de toute façon, on ne savait pas faire. On me l'a raconté après, parce que j'étais dans les vagues totales. J'entendais la musique, j'avais l'impression que j'étais dans une espèce de manège. Et donc, il m'a déposé, ce Suédois, donc devant les barrières. Et entre la scène de Santana et les barrières, il y avait à peu près 2 mètres, c'était les 2 mètres de sécurité, pour empêcher la fosse et le public de monter. Et donc, ma sœur avait suivi le mec, elle était derrière, s'était accrochée au gars. Donc, le mec m'a déposé délicatement. Et moi, je me suis réveillée, donc, au bout d'un certain temps, parce que j'étais vraiment tombée dans les pommes, et au bout de 3-4 minutes, par là, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, et je me suis retrouvée à 1 mètre de la scène, devant le bassiste de Santana qui me regardait, qui me faisait des clins d'œil parce qu'il avait vu le manège, la nana qu'on dépose, la sécurité, tout ça, un peu inquiet, tu vois, il était en train de jouer, le gars, et il me faisait signe de la tête avec des clins d'œil, mais le mec était à 1 mètre de moi, je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Puis tout d'un coup, je vois le mec de la sécurité qui était à 10 mètres, qui arrive en courant, et puis là, je fais exprès de retomber dans les pommes, parce que j'avais compris qu'en fait, si ça allait mieux, je voulais pas qu'il me refoute derrière. Donc, je suis restée un peu allongée, comme ça, pendant 1 heure, l'air un peu en faisant, ouais, non, ça va, mais ça va pas trop. J'ai passé le concert de Santana. À 2 mètres ? Ouais, à 2 mètres, grand maximum à 2 mètres. Moi, j'étais seule. Il y avait 15 000 personnes derrière moi, et moi, j'étais toute seule devant la scène, devant le bassiste qui me faisait chaque fois des clins d'œil, chaque fois que je le regardais. Santana qui me jouait les morceaux pour moi. Et voilà, et ça reste un souvenir super, super rigolo, super sympa. C'est trop génial, l'histoire, trop géniale, quoi. Non, c'est peut-être un truc pour assister à des concerts dans de meilleures conditions, quand les concerts, bien sûr, auront repris. Ce son de guitare, c'est quelque chose que vous avez travaillé pour le plaisir, essayer de retrouver ce son très particulier. Non, pas du tout. Non. Santana, j'adorais, mais bon, non, j'ai pas essayé de mettre la main là-dessus, pas du tout. Très bien, allez, on écoute votre prochain morceau de cette liste, Véro Ségaud. Véronique Sanson, Bernard Song. Véronique Sanson, je suppose que c'est aussi le côté féminin que vous vouliez mettre en valeur dans votre liste, Véro Ségaud. Voilà, donc je cherchais une femme en France, musicienne, j'avais pas trop le choix, c'est un peu comme téléphone. La France est un peu pauvre en musiciennes. Très pauvre en musicienne. Alors, je ne l'ai pas pris parce qu'elle avait le même prénom que moi, mais parce que Véronique Sanson, bon, déjà, moi, j'étais déjà fan de Crosby, Stills, Nash & Young, et donc, ça m'a permis un petit peu de... quand elle a été mariée à Steele, qu'elle a eu sa période américaine, ça m'a permis de m'intéresser à elle. Elle avait sorti déjà un premier album qui s'appelait Le Maudit, je crois, mais moi, j'étais trop jeune, je ne la connaissais pas à l'époque. Et donc, Véronique Sanson, c'est... J'ai un album d'elle qui s'appelle Vancouver. C'est pas quelqu'un que je suis, même que j'ai suivi dans ma vie de musicienne. C'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est une musicienne, elle a fait sa place dans un monde d'hommes, elle est auteur-compositeur et elle joue. Et ma foi... nous, enfin, je veux dire, maintenant, on a passé les 50, donc aujourd'hui, on attend toujours la génération de musiciennes qui va pousser le bouchon un peu plus loin que juste la chanteuse. Et vraiment, de décennie en décennie, il n'y en a pas trop. Voilà, il n'y en a pas trop. Et donc, Véronique Sanson, elle est un peu unique en France. Les nouvelles, comme Pomme, comme Armanet, ça reste des chanteuses. Ça reste des chanteuses. Même si quand même, elles composent. Ouais, même si elles composent, ça reste des chanteuses. Je veux dire, Véronique Sanson, elle a ce truc
que moi j'ai aussi, c'est-à-dire qu'on est, on est capable de prendre un instrument et de jouer à l'égal des hommes. Je veux dire de jouer aussi bien, de faire une séance de studio et de rentrer le truc. On n'a pas besoin d'avoir des musiciens, voilà. Enfin. Et ça reste malgré tout, même si Pomme, etc., la jeune génération, elles sont super. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Comme des Jeanne Chéral aussi, qui sont quand même des sacrées musiciennes. Pas sacrées. Je dirais pas sacrées. C'est pas mal, mais c'est pas du niveau, de quand même de Véronique Sanson, quoi. Non, c'est pas de ce niveau. Et je me disais en écoutant ce morceau-là, les 4 premiers morceaux, sur les 4 premiers, il y a 2 morceaux qui sont live. Est-ce à dire que pour vous aussi la musique, c'est quelque chose qui s'exprime sur scène? Ouais. Et d'abord sur scène? Oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai choisi les versions live. Je trouve qu'elles sont plus intéressantes que les versions studio. Souvent trop bien faites. Et voilà, donc on perd quelque chose, on perd une fraîcheur, on perd du feu. Mais enfin, il y a un moment pour tout aussi. Je veux dire, là, j'avais envie de donner dans cette émission et dans cette liste, de donner quelque chose aussi qui soit sur scène, quelque chose de vivant. Voilà. La scène, toujours important pour vous? Oui, toujours important. Malheureusement, voilà, là, ça me manque beaucoup. Voilà, ça me manque beaucoup de pouvoir avoir des objectifs, des agendas. Ça, c'est dommage. Voilà, là, c'est dur en ce moment. Allez, prochain morceau de votre liste, Véro Ségaud. Donald Fagen, un des 2 Steely Dan, groupe mythique des années 70 de la Californie triomphante. Et Donald Fagen, lorsqu'il a quitté Steely Dan, a commis 2 albums en solo, dont ce Night Fly absolument magique. Là, on vient d'écouter IGI. Retour un peu à la Californie, parce que ça aussi, c'est dans votre liste quelque chose qui est un peu le fil conducteur. C'est la musique californienne. Totalement. Des années 70. Totalement. Alors là, ça, c'est les années 80. Années 60, années 70, années 80, 90. Pour moi, la Californie, j'ai un lien avec cet État, avec ses musiciens. Oui, absolument. Alors Donald Fagen, bien sûr, comme vous venez de le dire, là, c'était un des compositeurs. Walter Baker, le deuxième, est décédé, il n'y a pas très longtemps, je crois. Et Donald Fagen, il composait Steely Dan. Donc, avant de connaître les albums solo de Donald Fagen, je connaissais déjà Steely Dan, que j'aimais beaucoup. Pourquoi j'ai choisi cet extrait? Parce que Donald Fagen, dans les années 80, il représentait ce qu'on pouvait faire de mieux en studio. Bon, autant on parlait justement du live tout à l'heure, là juste au morceau précédent, avec Véronique Sanson et Santana, autant Donald Fagen, c'est le mec hyper autiste, le mec en studio, hyper enfermé, qu'on n'a jamais vu quasiment jamais sur scène, ou alors sur scène on le voit, mais... Il est toujours caché. Et voilà, ou alors il a tellement peur qu'il se cache lui-même, il tourne le dos, enfin voilà. C'est quelqu'un de tout est intérieur. Voilà, c'est quelqu'un qui passe des années. Enfin, il a la réputation de passer des années à peaufiner ses disques. Voilà, dans son studio d'enregistrement, il fait venir tous ses copains qui sont en fait les plus grands musiciens californiens. Et donc tout ça aboutit à quelque chose qui est où on peut pas aller plus haut. C'est-à-dire, si on veut représenter qu'est-ce que c'est que la musique en studio, avec super bien joué, super bien composé, super bien chanté, où il n'y a pas une seconde qui est laissée au hasard, on prend Donald Fagen. Et donc ça a été aussi mon école à moi. Mon école, je veux dire, moi je viens d'une génération, il n'y avait pas de stage d'ingénieur du son, il n'y avait pas de bouquins, aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube avec les tutos. Aujourd'hui, vous voulez savoir comment, même si vous êtes amateur et si vous avez 20 ans et vous êtes passionné de musique, comment on enregistre une voix. Vous allez un tuto sur YouTube, il y a un mec très compétent, enfin, voire même des milliers de mecs compétents qui vont vous dire comment il faut faire, comment enregistrer un ampli, comment faire ci, comment faire ça, machin. Nous, à l'époque, on n'avait rien. Dans les années 80, alors cet album, je crois qu'il doit être 82, 83, un truc dans ce style. Nous, on n'avait rien. Nous, on n'avait que les disques, en fait. Et donc, en écoutant l'album The Night Fly au casque, pendant des heures et des heures, on arrivait à pousser, en fait, le bouchon un peu plus loin sur la prise de son, sur la conscience de la mise en place, sur la conscience des parties de guitare, de la stéréo, de tout ça, quoi. Tout ça. Et c'est vrai que c'est une culture très empirique pour le coup, vous qui êtes surtout une autodidacte, vous le disiez, il n'y avait pas d'école de musique, il y avait quand même encore les petits conservatoires de villes ou régionaux, et c'est vrai que vous n'êtes quand même pas passé par cette école-là, vous êtes une autodidacte d'abord
de la guitare. Oui, moi je suis une autodidacte totale. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai commencé par téléphone. Je veux dire, voilà, voilà, je veux dire, on était comme ça. On aimait la musique, comme les Stones, les Beatles. On prend un instrument, on joue, et on joue d'oreille. Voilà, on joue d'oreille. Voilà, c'est comme ça. On se transmet les choses visuellement. Il y en a toujours un plus vieux qui déboule et puis qui à un moment donné a repéré l'arpège de Here Comes the Sun d'Harrison et puis qui vous le montre. Mais alors, faut faire vite, hein. Parce qu'en 2 secondes, faut choper les plans. Voilà. Et nous, c'était comme ça à l'époque. Il y avait toujours un plus grand qui nous montrait un truc et voilà, on chopait les trucs comme ça à l'oreille. La musique, elle est arrivée comment chez vous? C'est une culture familiale? La musique était présente à la maison ou pas du tout? C'est une culture un peu individuelle, à l'écoute des disques, à l'écoute de la radio? Alors, moi, je viens pas d'une famille de musiciens, mais ma mère adorait la musique. Donc moi, j'ai la culture radio. C'est-à-dire que ma mère était fan de variétés françaises. Et moi, mes premières scènes d'émois musicaux, de flashs musicaux, c'est quand le samedi après-midi, vers 14h, 14h30, elle mettait le hit parade, alors je ne sais pas si c'était RMC à l'époque, je ne me rappelle plus très bien, ou Sud Radio, enfin voilà. Donc il passait donc les 30 morceaux préférés. Les plus vendus de la semaine. De la semaine ou les plus machins. Et donc ma mère qui chantait toutes les chansons, voilà. Et ça, c'est mes premiers flashs dont je dois avoir peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà. Et donc, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de chansons françaises, il y avait un peu d'anglais aussi, il y avait quelques hits anglais. Et donc, moi, cette culture, en fait, de la chanson, je l'ai eue comme ça. Et d'ailleurs, en regardant ma liste, c'est une liste, en fait, de la chanson. Moi, je fonctionne par chanson. Il y a la chanson idéale à faire, il y a la chanson idéale à laquelle je cours toujours, la meilleure chanson à faire, toujours avoir le meilleur groove, mais je ne suis pas... je suis anti-sectaire, anti-chapelle. Moi, à partir du moment où je découvre une bonne chanson, je l'aime, et c'est après que je dis, ah ben, c'est qui, voilà, et voilà. Moi, je suis fan des chansons, je suis fan de pop musique, je suis fan de mélodie. Vous parliez de votre mère qui était une fanat de variété française. Ouais. Elle a dû être contente à l'époque de Taïnana. Ah ouais, bien sûr. Elle a dû être très, très fière de sa fille, pour le bien coup. Sûr, ben oui, à fond. Ouais. Parce que c'est une chanson qu'on écoutait partout, qu'on voyait partout à la télé, et c'est vrai que pendant 1 ou 2 ans, là, vous avez été assez omniprésente sur les radios, sur les médias, à la télé. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du succès, bon, je veux dire, enfin, ça dépend plus de nous. Enfin, je veux dire, c'est un système. Aujourd'hui, c'est comme ça aussi. Avant nous, ça l'était dans les années 60. À partir du moment où le public s'empare d'une chanson, je veux dire, il y a un business qui se met en place, et avec des attachés de presse, et on vous trimballe toutes les semaines, et un coup chez machin, un coup machin, voilà, etc. C'est une espèce de tourbillon, c'est même trop. On aimerait tous, quand on en reparle tous, et tous les gens qui ont vécu ça, qui ont vécu un succès, on se dit, ce serait vachement mieux si c'était un peu plus étalé dans le temps, et si c'était étalé sur 1 an, 2 ans, à la place que ce soit étalé sur 4 mois ou 6 mois. Mais c'est ainsi, et c'était pareil, le tourbillon de tous, de Johnny Hallyday, sûrement sur son premier 45 tours, voilà. C'est ainsi, voilà. Mais en plus, quand ça vous arrive, vous le savez pas, parce que ça arrive comme ça, et puis voilà. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, vous recevez un coup de fil, et puis quelqu'un vous dit, paf, c'est rentré dans telle radio, ou ces trucs, machin. C'est-à-dire que le producteur essaie de placer le titre sur une playlist, enfin voilà, etc. Et puis d'un coup, on vous appelle et on vous dit, ça y est, c'est rentré sur Énergie, ou c'est rentré sur machin, ou c'est rentré là. Voilà, et on vous dit, attention, maintenant, ça va s'emballer. Ouais. Mais quand ça s'emballe en 48 heures, quoi. Ouais. Et là, on n'est pas du tout prêt, on ne sait pas que ça va être comme ça. Enfin, voilà, bon, écoutez, moi, je l'ai vécu, c'était super, voilà, j'en ai profité, voilà. Allez, la suite de la liste de Véro Ségaud. Voilà, on parlait de musique californienne il y a 2 secondes. Là, on part carrément de l'autre côté de l'Atlantique, avec sans doute le chanteur le plus soul de la musique irlandaise, Van Morrison. Van Morrison, chanteur des M. Je suis fan de sa voix. Van Morrison, c'est la voix ultime. Enfin, pour une femme, Van Morrison, la voix de Van Morrison, ça remue. Hein. Ça remue beaucoup. Voilà, elle est hyper sexy, sa voix. Elle me fait un effet bœuf. Et vraiment, Van Morrison. Et sur cette chanson, tout à l'heure, on parlait. Je disais que je fonctionnais à la chanson.
pour moi, c'est une chanson, enfin, je veux dire, c'est un but, quoi. Someone Like You, c'est la chanson ultime, c'est la chanson parfaite. Il y a la voix du mec, c'est-à-dire il y a l'interprète, une chanson, un texte. Bon, c'est sublime. Une instrumentation. Ouais, il y a des arrangements. Un arrangement, une partie de piano qui a tombé. Un arrangement, c'est écrit, c'est pas écrit de la main gauche, ça, c'est le cas de le dire. C'est joué parfaitement. Voilà, c'est-à-dire c'est la chanson parfaite, il y a tout. Moi, ça me suffit. Une chanson comme ça me suffit pour faire mon plaisir. Voilà, je me l'écoute et je me dis c'est génial. Bravo à Van Morrison d'avoir fait ça, d'avoir accouché de ça. C'est absolument génial. Bon, ce mec a vraiment tout ce qu'il chante, c'est super. Je suis une grande fan de Van Morrison. Mais j'avais envie à nos auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez pas, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui connaissent pas Van Morrison, ça vaut le coup d'aller écouter. La chanson parfaite, c'est quelque chose encore qui est dans les objectifs de Véro Ségaud actuellement. Vous avez une carrière musicale, on va dire, d'une 40aine d'années quand même. C'est toujours le but. Bien sûr, toujours, ça me tient toujours. Bien sûr, je pense que ce sera jusqu'à mon dernier jour de travail. J'espère que j'aurai toujours ma tête. Et bien sûr, c'est toujours. Il y a toujours ça. Quand on démarre une chanson, non. Parce que quand on démarre une chanson, quand on la compose, c'est un peu foutraque, ça va dans tous les sens. Mais à partir du moment où on va partir sur la réalisation d'une chanson et qu'on veut la présenter à un public, donc on va faire une démarche en studio avec, on va penser à un arrangement, on va penser à ce que la chanson soit la plus lisible possible et la mieux interprétée possible, soit par moi ou par d'autres, soit des chansons que je vais confier à d'autres interprètes. Eh ben ouais, on a toujours ça. Et je pense que celui qui l'a plu, c'est pas bon. Voilà, faut qu'il se range des bagnoles. Ah ouais, ouais, exactement. Là, pour le coup, on reste en Irlande, The Boosey Band, joli témoin de toute cette culture folk, là aussi, fin 60 et toutes les années 70, ce renouveau du folk qui va commencer par le folk irlandais et en France, le folk breton. Ça aussi, c'est des influences importantes pour votre musique? Oui, alors moi, j'ai 2 endroits sur la planète qui m'ont le plus influencé, c'est donc la Californie et l'Irlande. Parce que pour moi, l'Irlande, c'est le creuset, c'est la naissance de la pop musique. Pour moi, elle est partie de là. Elle n'est pas partie de Londres, elle est partie d'Irlande. Non, elle est partie d'Irlande. Elle est partie bien avant Londres, bien avant, parce que, je veux dire, l'influence même des Beatles, c'est même avant le XXe siècle dans son ensemble. Le creuset même de l'histoire de la pop, l'histoire de la chanson moderne, elle est en Irlande. Parce qu'encore aujourd'hui, toutes ces chansons irlandaises, moi je suis allée en Irlande et l'Irlande, c'est encore vif aujourd'hui. Quand on va en Irlande, où qu'on aille, il y a de la musique. Il y a de la musique et il y a cette musique. Il y a toujours des gens fabuleux qui chantent. Et ils chantent des chansons qui se transmettent de manière orale. Et ce qui se transmet de manière orale en termes de mélodie, d'histoire et d'harmonie, je veux dire, c'est un truc super puissant, c'est hyper magique. Et en fait, c'est quand on écoute... quand on y retrouve là-dedans, on y retrouve du Beatles, on y retrouve en fait toutes les belles mélodies européennes. Elles sont, pour moi, c'est net. Après, quand les Irlandais sont partis aux États-Unis avec pour le grand problème de la pomme de terre, la famine qui est arrivée en Irlande. Ouais, donc au milieu du 19e. Ouais, quand ils sont partis en Irlande, en fait, là-bas. Quand ils sont partis aux États-Unis. Quand ils sont partis aux États-Unis, donc ils ont amené leur musique et pour moi, ça a donné la naissance à la country. Voilà, et donc la country, puis après qui a fusionné avec la musique des Noirs américains, voilà, et c'est devenu un peu le blues et le rock'n'roll. Voilà, c'est devenu ça. Mais à la base, cette pureté irlandaise, on l'entend bien quand on écoute The Boosey Band. Je vous conseille, auditeurs, d'aller écouter ce groupe. Et cette chanson s'appelle The Death of Queen Jane, la mort de la reine Jeanne. C'est une chanson qui dure, il y a à peu près une dizaine de couplets. Et la chanson, elle monte crescendo. Elle monte à la fin. On est tellement ému, on en pleure. On en pleure d'émotion. C'est quelque chose qui vous submerge. La musique irlandaise, c'est fantastique.
Fleetwood Mac, Dreams, extrait de Rumors, un album qui, pareil, 76-77, a fait un carton. Ça a été, il y avait pas encore Internet, mais c'est un album qui a cartonné au niveau planétaire. Ouais, je sais pas, planétaire. Je crois, boîte, planétaire, je sais pas, genre 13 millions d'albums vendus, un truc comme ça, enfin un truc de fou. Un truc de fou, voilà, c'est encore dans ma recherche de la chanson parfaite, celle-là, Dreams, et encore, voilà, c'est une des chansons parfaites. Hein. Et là, on repart en Californie pour le coup. Voilà, on repart en Californie, voilà, exactement. Alors, Fleetwood Mac, bon, c'est cet album, hein, c'est l'album Remorse qui s'est vendu vachement. Toutes les chansons sont des hits, toutes les chansons sont géniales, elles sont très diverses, et elles sont super bien chantées. Le mélange des voix, là, ils chantent à 3, voire à 4. Les harmonisations vocales sont superbes. Moi, je flash sur les harmonisations vocales, dont j'étais ravie. Les mélodies, là, j'étais ravie aussi. C'est l'album parfait. Encore aujourd'hui, ça reste un must. Ah. Ça reste un must. Après, j'ai pas du tout suivi ce qu'ils ont fait après. Il y a l'album suivant, Tusk, qui était un double album qui était aussi quelque chose de fantastique, mais peut-être avec un côté surproduit qui de temps en temps pouvait être gênant, surtout à l'époque où les groupes phares c'était les Clash, c'était les Pistols et c'était les Buzzcocks, donc avec des instrumentations nettement plus brutes. C'est vrai qu'ils avaient un côté sophistiqué. Voilà, mais il faut savoir un truc aussi, c'est que bon, maintenant avec le recul, avec les décennies, quand on arrive à juger quelque chose, c'est pareil pour le cinéma, il nous faut quand même quelques décennies. La chanson parfaite ou l'album parfait, et quand les artistes eux-mêmes en parlent, c'est toujours par hasard. Il y a toujours l'ingrédient de hasard et l'ingrédient de chance qui fait que la chanson est sublime ou l'album est super. Et s'ils veulent refaire pareil, ben en fait ils se plantent et le truc est toujours moins bien. Parce qu'il y a toujours il y a une formule magique à un moment donné qui est là, et ils ne savent pas qu'elle est là parce qu'il y a les personnes qu'il faut au bon moment, avec le bon ingénieur du son ou le bon studio ou le bon truc, tout ça. Et voilà, et la mayonnaise prend et voilà, et sur cet album, elle a vraiment pris. On reste en Californie et c'est vrai que c'est une place assez importante apparemment pour vous, cette région des États-Unis. Californie avec America, Horse with No Name. L'album, ça doit être le premier album d'America. Il n'avait pas de titre, il s'appelait America. Voilà, exactement. America, en fait, ça c'est mon mari qui le dit, mais d'autres personnes aussi qui me disent qu'en fait c'est le groupe qui m'a le plus influencé. Moi, America, j'ai beaucoup aimé, mais en fait je savais pas que ça en serait à ce point d'influence et voilà, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. C'est un groupe qui a à la fois les harmonies des Beatles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que George Martin a réalisé beaucoup d'albums avec eux à la fin des années 70. Et voilà, c'était un trio. Il y en a un, Dan Peek, qui est décédé depuis quelques années. America continue à tourner aujourd'hui aux États-Unis. Et il continue à chanter encore cette chanson devant un public de fans. Alors, cette chanson, elle a souvent été massacrée parce que cette chanson, Horse with No Name, elle est beaucoup de guitaristes, enfin de guitaristes amateurs ou de fans d'America, en tout cas en allant voir les tutos sur internet, pensent qu'il n'y a que 2 accords, voilà, et font ça inlassablement, etc., etc. Donc moi j'en avais un peu marre de voir que cette chanson était massacrée, moi qui l'aime beaucoup, et donc je suis allée donc sur YouTube et j'ai fait un tuto. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, en tout cas vous mettez, si vous voulez aller le regarder, vous mettez Vero Sego tuto A Horse with No Name et vous arriverez bien à un moment donné tomber sur ma vidéo. Donc c'est une vidéo d'une dizaine de minutes où je décortique toute la chanson de A à Z. Alors, à savoir toutes les harmonisations vocales, donc toutes les parties vocales dans le refrain et les parties de guitare. Puisqu'il y a 2 guitares. Voilà, il y a 2 guitares. En fait, ils sont 3, ils jouent à 3, mais il y en a 2 qui font la même chose et une partie centrale. C'est le lead vocal qui fait la partie centrale. Donc en fait, il a un open tuning. Ça, personne ne le sait. Tout le monde croit qu'on est accordé normal. Voilà, il a un open tuning. Donc un accordage différent de l'accordage classique des 6 cordes. Exactement. Puis il y a une deuxième guitare. En fait, il y a une 12 cordes qui vient se mettre dans le coup.
Et j'analyse aussi la partie de basse. Et comme ça, de toutes les parties de A à Z, et comme ça, vous saurez enfin jouer A Horse with No Name. Et le chanter aussi. Il faut être 3 pour le jouer et le chanter. Donc... Plus le percussionniste et le bassiste. Et là, vous avez à 5, on peut faire exactement le disque. Vous disiez que vos proches vous faisaient remarquer que c'était sans doute un des groupes et une des chansons qui vous avait le plus influencé. En quoi ? Parce que quand on écoute ça et qu'on écoute le premier morceau qu'on a écouté au tout début de l'émission, dans le morceau que vous sortez vers 95-96 et qui s'appelle J'avais une vie, il y a rien qui est commun entre ces deux chansons. La première pourrait même, donc je pense à la vôtre, J'avais une vie, et plutôt sur un rythme et sur des ambiances, j'allais dire presque noisy, presque grunge, alors que celui-là on est vraiment dans du folk acoustique. Non, mais quand je dis que ça m'a influencé, bon après moi je veux dire que ça nous influence. On ne fait pas du copier-coller. Je fais pas du America. America, ils existent déjà. Donc quand je prends une guitare, je vais pas imiter America. Donc Véro Ségaud, c'est aussi du Toulouse. C'est aussi voilà. Puis c'est aussi une femme. C'est différent. C'est une Française, donc c'est différent. Moi, je compose aussi. C'est du texte en français. Donc je compose aussi avec ce que je suis, avec ce que j'ai vécu, etc. Avec mes opinions politiques ou autres. Voilà. On ne fait pas que voilà. Que reproduire les groupes qu'on a aimés quand on était jeune. Exactement. Mais c'est quoi que vous retenez d'America ? C'est les harmonies, c'est le travail des guitares, c'est les harmonies vocales ? Ouais, c'est tout ça. Tout ça. C'est le mélange des guitares, c'est les accords sophistiqués. Voilà, c'est eux qui m'ont appris qu'est-ce que c'était qu'un accord majeur septième dans Ventura Highway. Voilà, donc les accords majeurs septième, là, c'est le premier accord majeur septième que j'ai trouvé toute seule à la guitare en écoutant cette chanson. Et puis c'est les harmonisations vocales. Voilà, donc en fait moi ma culture et puis mon apprentissage je l'ai fait sur les disques. Comme je disais tout à l'heure. Allez, dernier morceau de votre liste, Véro Ségaud. Foo Fighters, Foo Fighters, donc ce trio très rock américain monté à l'initiative d'un des 3 de Nirvana au milieu des années 90. Voilà, c'est Dave Grohl, c'est le groupe à Dave Grohl, aujourd'hui ils sont 6. J'adore les Foo Fighters, mais j'adore le mec, j'adore Dave Grohl, j'adore sa démarche. C'est un mec intelligent, puis c'est un brave mec aussi, c'est-à-dire que c'est une star, et puis son pognon, il le met dans la musique. Voilà, plutôt que de s'acheter une Porsche ou une Ferrari ou des actions à Wall Street. Voilà, il le met dans la musique et il existe un documentaire qui date d'une dizaine d'années qui s'appelle... Alors comment il s'appelle ? Sound City. Voilà, il s'appelle Sound City, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a racheté le studio. Sound City, c'est là où, à Los Angeles, c'est là où tous les plus grands, Metallica a enregistré, Rage Against, là, etc., Nirvana a enregistré. Et donc, quand il avait appris que ce studio coulait, etc., donc il a acheté la table de mixage, il a acheté tout le matos, il en a fait un documentaire. Et donc, il a aussi les Foo Fighters, sur l'album précédent, il a fait le tour, il a fait un documentaire aussi de 11 heures qu'il a produit lui-même, qui après est passé sur HBO. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait ce documentaire. Et en fait, il allait dans chaque ville des États-Unis, Washington, Seattle, Los Angeles, New York, Nashville, etc. Et il allait voir les vieux du coin, les guitaristes ou ceux qui avaient fait, les compositeurs qui avaient été une gloire dans la ville sur les 3 décennies. Le son de ces villes. Et qui avaient fait le son de ces villes. Et voilà. Et donc, il en a fait des documentaires qui sont complètement passionnants. Ça dure 12 ou 13 heures. Voilà, c'est en DVD, je vous conseille. Donc, ce mec, c'est ça. C'est un peu le Scorsese de la musique. Scorsese, en fait, pour le cinéma, dès qu'il a eu 3 sous, il a investi pour racheter les archives du cinéma américain et en fait les amener dans les laboratoires pour que les bobines d'origine de King Vidor, etc., voilà, soient pas bouffées par les mythes à pellicule, ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc il a investi en fait son argent là-dedans. Et Dave Grohl, c'est pareil. Dave Grohl, il rachète du matos, il fait des documentaires, et donc il raconte l'histoire de la musique, l'histoire du rock des années 60 à nos jours. Et je trouve que c'est super sympa. Quand il se produit sur scène, il fait toujours monter des jeunes gars, des jeunes fans des Foo Fighters. Je trouve qu'il a une démarche super. Si toutes les stars du rock étaient comme lui,
ce serait vraiment fantastique. Malheureusement, c'est un des seuls et le rock, voilà. Donc, c'est pourquoi j'aime les Foo Fighters, parce que c'est encore un rock intelligent, c'est un rock sophistiqué. Voilà, parce que j'adore. Nous en arrivons à la fin de cette liste, et c'est vrai que vous parliez de Dave Grohl, c'est un peu votre démarche, alors j'allais dire à votre niveau, mais c'est vrai que l'argent que vous avez pu gagner dans la musique, vous l'avez mis dans une école de musique, donc la School of Rock, qui au départ était centrée sur du pédagogique, mais petit à petit, il y a d'autres activités qui se sont rajoutées. Vous avez monté un studio, donc ça devient un studio. Vous avez des moyens de diffusion, vous soutenez des artistes, et petit à petit, et au fur et à mesure, vous construisez quelque chose qui est en train de devenir un peu énorme. Bon, il y a la construction de pièces musicales et de comédies musicales, comme vous avez pu en composer une il y a 2-3 ans. La prochaine n'attend plus que l'autorisation pour être jouée, mais elle est déjà écrite. Vous travaillez maintenant avec des plasticiens, avec des graffeurs, avec des gens qui viennent plutôt des arts graphiques. C'est vrai que vous êtes en train de monter quelque chose qui commence à devenir multidisciplinaire, mais effectivement, vous y mettez tout votre argent et toute votre énergie. Ouais, c'est ça, voilà. Oui, merci, c'est bien. Et donc, normalement, en 2022, donc dans pas trop longtemps, dans même pas un an, on va s'installer dans un nouveau bâtiment à Blagnac, qui va être en face le lycée Saint-Exupéry, qui va être la maison de la musique, qui va accueillir la danse et la musique à Blagnac. Voilà, et donc là, vous aurez 2 nouveaux locaux. 2 nouveaux locaux, 3 fois plus grands, avec des grandes salles, un auditorium de 100 places, enfin bon, avec... Et le studio d'enregistrement se déplace aussi là-bas. Oui, tout va là-bas. Donc, vous le disiez en début de rencontre, c'est vrai que vous avez produit aussi des disques avec certains des étudiants qui viennent chez vous pour apprendre la musique. Donc, il y a une compilation qui existe. C'est vrai que finalement, vos productions à vous, il y a quoi ? Il y a 3 albums. Il y a le EP 5 titres, il y a l'album de 98, celui qui est sorti en 2010, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Et voilà, et après c'est des chansons. Voilà. Et après c'est des chansons, 2 titres, 3 titres, voilà. J'ai travaillé sur un projet avec une chanteuse. On a sorti 3 titres, c'était il y a 2 ans. La chanteuse, C'était Dorine Cos. Et donc l'actualité pour vous, c'est le déménagement de votre School of Rock, toujours à Blagnac, mais dans des nouveaux locaux. Vous organisez de temps en temps des concerts, donc effectivement pour le moment hors de question d'en parler. Si, parce que on est sûr de le faire, celui-là, puisqu'il sera en plein air cet été. Et donc Bachelot a donné l'autorisation pour les concerts d'été, assis, moins de 5000 personnes. Donc ça devrait être le cas. Donc celui-là, on est sûr de le faire, ce sera au parc d'Audi Sud, à Blagnac, donc en plein air. Sur une chaise, voilà, vous serez sur une chaise, même en écoutant du rock, espacé de 1 mètre, mais on est sûr de le faire, c'est le mardi 6 juillet à 21h à Blagnac. Et donc sur scène, il y a les écoles de... Il y aura la school. Ouais, il y aura la school. C'est tout. Et Véro Sego aussi, en solo ? Solo avec son groupe ou non, pas? il y aura, ce sera la School of Rock, mais je serai là aussi, je jouerai avec eux. Très bien. Eh bien, en attendant ce moment, on va peut-être en rester là, nous, pour aujourd'hui. La liste numéro 11, celle de Véro Sego, c'est terminé. Merci à Véro Sego d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec nous ses souvenirs musicaux. Merci à Marc Lazaro d'avoir réalisé cette émission et à Loïc Laporte d'avoir composé le générique de la liste. Merci également à vous de l'avoir écouté, cette liste. On se retrouve dans 15 jours. Salut.